Bonjour à tous, je suis très content d'être ici aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Et aujourd'hui, je suis en compagnie d'Enzo Malacrino qui travaille avec moi chez Auris Évaluation depuis sa création et qui m'assiste au quotidien sur toutes les problématiques d'évaluation. Bonjour Enzo. Bonjour Hugo. Écoute, merci pour cette introduction et je suis ravi d'être avec toi aujourd'hui sur ce podcast dans lequel on va aborder pas mal de sujets. Évidemment, on va parler évaluation financière, on va parler des BSPCE et on va parler en particulier de l'écosystème des startups. Depuis la pandémie en 2020, il y a pas mal de choses qui sont arrivées dans l'écosystème. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et surtout quelles sont les conséquences de ces événements ? Oui, c'est vrai qu'il s'est passé beaucoup de choses depuis 2020. Donc aujourd'hui, on va faire un bref récapitulatif et un petit retour en arrière de ce qui s'est passé. Le premier événement qu'il faut bien comprendre qui est intervenu, c'est qu'en 2020, il y a eu une baisse des taux d'intérêt directeurs et ça a provoqué directement en fait une hausse de la collecte des fonds par les fonds d'investissement ou les fonds venture. Donc en fait, la baisse mécaniquement, comme les taux d'intérêt ont baissé, les épargnants ou tous les organismes ont simplement investi plus dans les fonds d'investissement ou dans les fonds venture. Et donc, la collecte a augmenté. Et ça, en fait, il faut bien comprendre que mécaniquement, ça a eu un impact sur un concept économique qu'on appelle l'offre et la demande. Donc, c'est un concept qui est souvent, tout le monde le connaît, mais tout le monde n'a pas forcément bien appréhendé les conséquences que ça peut avoir sur un marché. Il faut bien comprendre le concept d'offre et de demande. Dans un marché à l'équilibre, la quantité d'offres et la quantité de demande restent plus ou moins stables et dans tous les cas connues par les différents acteurs. Donc, les vendeurs et les acquéreurs en fait, se mettent d'accord sur un prix, quel que soit l'actif qui est sous-jacent. Mais comme les quantités sont connues, les acteurs peuvent s'entendre et s'accorder. Dès lors qu'il y a un dérèglement, soit de l'offre, soit de la demande, soit des deux, ça a mécaniquement un impact sur la valorisation de l'actif sous-jacent. Et là, donc, comme je disais, il y a eu une baisse des taux d'intérêt assez brutale et assez rapide, non anticipée par les acteurs. Donc ça a provoqué une hausse de la demande mécaniquement. Comme il y avait plus d'argent dans les fonds private equity ou les fonds venture, ça a augmenté fortement la demande. Alors que dans le même temps, l'offre, la quantité d'offres, donc le nombre de startups qui existaient et qui avaient besoin de fonds, même si évidemment elle fluctue au fil des ans, l'offre en fait n'a pas resté similaire. Voilà, elle est restée similaire et dans tous les cas, elle n'a pas suivi la proportion, la hausse très importante de la demande. Donc mécaniquement, ce dérèglement entre l'offre et la demande a directement fait exploser les valorisations donc à la hausse. Donc il faut bien comprendre. D'ailleurs, quand tu soulignes en effet l'explosion des valorisations, pour la petite info, en 2021, il y avait 500 sociétés qui sont passées au stade de licorne. Donc licorne, on rappelle, sont toutes les sociétés qui sont évaluées plus d'$1 milliard et qui levaient des fonds sur des multiples qui allaient jusqu'à 100 fois le revenu, quand maintenant on est plus dans des fourchettes entre 4 et 10. Donc évidemment, une explosion des valorisations sur toutes les startups et quasiment dans tous les secteurs. Voilà, exactement. Et donc ça, c'était lié à ce dérèglement de l'offre et la demande. Et donc ça a augmenté mécaniquement les valorisations. Ce qu'il faut ensuite bien comprendre, c'est cette hausse des valorisations et cette hausse de la demande a eu un impact. Enfin, on est rentré dans un nouveau paradigme, si tu veux. Les investisseurs, comme ils disposaient de beaucoup d'argent, il fallait quand même qu'ils investissent, qu'ils placent cet argent au sein des startups. On est rentré dans un univers où les investisseurs achetaient l'hypercroissance. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on leur présentait des plans d'affaires qui étaient très, très, très agressifs, mais ce n'était pas vraiment le sujet. C'est-à-dire qu'il fallait placer l'argent. Donc, ensuite, en face, on mettait des plans d'affaires qui correspondaient, mais on achetait l'hypercroissance. On était prêt à parier que les cash flows se réalisent, que le plan d'affaires sera exécuté parfaitement. Donc ça s'appelle acheter l'hypercroissance. On achète vraiment le futur long terme et en plus risqué. C'est-à-dire qu'on est prêt à se dire, voilà, le plan d'affaires, même s'il est méga agressif, je l'achète. Ce climat en fait d'hyper confiance, si j'ose dire, parce que donc la demande ne cessait d'augmenter alors que la quantité d'offres restait plus ou moins stable, a créé tout un climat, si tu veux, de méga confiance. Donc tous les 6 mois, on voyait que les startups levaient des fonds, qu'elles en avaient besoin ou même pas besoin d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, j'allais dire, il y avait même des startups qui levaient plus que nécessaire, histoire de prévoir un petit peu plus de cash pour le futur. Exactement. Donc vraiment, elles n'en avaient pas forcément besoin à l'instant T. C'est une période où on a vu, moi j'ai vu pas mal d'entrepreneurs qui ont levé un montant, qui ont levé beaucoup de fonds, et en fait fondamentalement, ils n'en avaient pas particulièrement besoin dans les 3 années à venir. Mais c'est juste que c'était entre guillemets, alors on l'a entendu
entendu assez souvent dans les médias, ça s'appelait l'argent gratuit. C'est ce que j'allais dire. On est d'accord ou pas d'accord avec la citation, mais sur le principe, c'est l'époque où ce terme, cette expression a vu le jour. L'argent était facilement levable. Les investisseurs, en fait, étaient méga agressifs, entre guillemets. Ils investissaient quel que soit le plan d'affaires. Donc ce paradigme de confiance, les investisseurs se disaient trop bien mon investissement au bout de 6 mois il a déjà pris de la valeur, les entrepreneurs se disaient trop bien la société que j'ai créée, je me suis mis corps et âme dedans, a une valeur qui a augmenté. Les salariés se disaient j'ai des BSPCE super, tous les 6 mois je vois que la valeur du sous-jacent augmente. Voilà, ça a créé un climat de vraiment méga confiance tout simplement, sauf que comme tout événement un peu exceptionnel, ça peut aussi se renverser, et comme on dit, quand la musique s'arrête, c'est là où le retour à la réalité. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en 2022, donc en fait cette situation a duré entre 2020 et 2021, en plus notamment, on en parlait tout à l'heure, il y avait des dispositifs qui étaient mis en place. C'est vrai qu'il y avait notamment le dispositif, une initiative Tibi, lancée par le gouvernement donc à partir de 2019, qui a permis de déployer plus de 6 milliards d'euros de fonds et qui ont été investis dans les startups sur la période 2020-2022. Donc la fin de cette initiative a également participé au dérèglement de l'offre de la demande que tu citais précédemment. C'est ça, et du coup ces fonds qui étaient alloués, pareil, augmentaient encore la quantité de demandes pour une même quantité d'offres. En 2022, la musique s'est arrêtée, si j'ose dire, les taux d'intérêt ont remonté, ont été rehaussés par la Banque centrale, et encore une fois, en fait, on revient au concept d'offre et demande. Le marché n'avait pas anticipé ce rehaussement rapide, si j'ose dire, des taux d'intérêt. Donc en fait, encore une fois, ça a déréglé l'offre et la demande. Les acteurs connaissaient la quantité d'offres et de demandes, donc avec une demande qui était très très importante. Et puis d'un coup, hop, taux d'intérêt qui remonte. Qu'est-ce que ça a comme impact immédiat? Baisse de la collecte des fonds de private equity classiques ou fonds de venture. D'ailleurs, on voyait des statistiques. Il n'y a pas longtemps, toi et moi, on regardait, on voyait il y avait une baisse assez importante des montants qui étaient élevés, collectés par les fonds. Donc baisse de la demande. En même temps, puisqu'il y a une hausse des taux d'intérêt, il y a eu un ralentissement économique en France. Qui dit ralentissement économique dit que du coup la croissance des startups est plus difficile. Donc cercle entre guillemets spirale infernale, puisque la croissance est plus difficile à atteindre, c'est plus difficile de réaliser le plan d'affaires, c'est plus difficile de réaliser le plan d'affaires, c'est plus compliqué de lever des fonds auprès des investisseurs. Voilà, en fait, on a créé une nouvelle spirale négative, entre guillemets, pour les entrepreneurs. Et donc, en fait, encore une fois, l'offre et la demande a été déréglée. Cette fois, c'est la demande qui a chuté brutalement pour une quantité d'offres qui est, encore une fois, restée stable. Donc, ce dérèglement a mené directement encore à une baisse, du coup, des valorisations. D'accord. Et alors, cette baisse de valorisation, je crois que ça porte un nom assez précis dans le milieu des startups. Exactement, on appelle ça des down rounds. Donc, suite à ces premières baisses de valorisation, on a vu, en fait, cette baisse des valorisations s'est matérialisée avec ce qu'on appelle des down rounds, donc des tours, en français des tours baissiers, c'est-à-dire des levées de fonds qui s'effectuaient sur la base d'une valorisation post-monnaie inférieure à la valorisation post-monnaie du tour précédent. Donc, on appelle ça un down round dans le milieu. D'accord. Et comment une start-up peut éviter de faire un down round? Est-ce qu'elle a d'autres possibilités, ou est-ce que les multiples ont évalué, le marché a évolué, et donc la valo a eu un impact à la baisse et on n'y peut rien? Alors, effectivement, il y a eu plusieurs cas de figure. Le premier cas de figure, malheureusement, moi, j'ai vu des entrepreneurs des startups qui ont refusé de lever des fonds au motif que la valorisation était inférieure. Donc, il y a eu psychologiquement, en fait, ça peut être compliqué pour un entrepreneur de se dire voilà, parce que là, on a quelque chose de, entre guillemets, de tangible qui montre que finalement tout n'est pas aussi beau que ce qu'on pensait pendant 2 ans. Le retour à la réalité peut être un peu parfois compliqué. Après, on a aussi eu des investisseurs qui voulaient tout simplement pas non plus relever des fonds et afficher que leur investissement en fait l'investissement n'était pas passé aussi bien que prévu. Et en même temps, on a des salariés qui se sont retrouvés complètement... Enfin, on leur avait promis une hyper-croissance et qu'on allait tout droit. Puis finalement, ça se passe un peu moins bien. Donc, il y a des startups, le premier cas de figure, qui ont refusé carrément de lever des fonds. Moi, j'ai malheureusement vu des fois où ça a mis même en péril l'activité. Oui, forcément. Il y a des sociétés des startups qui ont accepté de mettre des down rounds. Et il y en a d'autres, ça c'est très intéressant, j'ai vu le cas plusieurs fois, qui ont contourné un petit peu
c'est ce mécanisme de down round, alors à un prix assez coûteux. Ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont levé des fonds sur la base d'une valorisation faciale, donc post-monnaie, supérieure au tour précédent, mais en même temps, ils ont concédé des préférences aux investisseurs nettement plus élevées que d'habitude. Ce qui se passe, pour resimplifier pour reposer le contexte, c'est qu'un investisseur financier, quand il souscrit une augmentation de capital, donc à une levée de fonds auprès d'une start-up, l'argent qu'il met en échange, il est rémunéré en actions de la société, mais pas en actions ordinaires, comme le fondateur. Il perçoit ce qu'on appelle des actions de préférence ou des actions labellisées, quel que soit l'instrument choisi. En fait, ce sont des actions qui disposent de droits financiers préférentiels par rapport à toutes les autres actions. Prendre un exemple très simple, si un investisseur met 10 millions d'euros dans une société, si on vendait la société ou qu'on la liquidait, tant qu'il n'y a pas... l'investisseur financier va récupérer en priorité sur tous les autres actionnaires jusqu'à ce que son montant d'investissement, donc 10 millions, soit remboursé. Et les autres ne perçoivent rien, les autres actionnaires, rien du tout, tant que l'investisseur n'a pas récupéré ces 10 millions. Donc ça s'appelle une liquide préf à 1x, une fois. C'est que tu as mis 10 millions et tu peux ressortir avec 10 millions. Certaines startups, pour éviter les down rounds, ont décidé, voilà, ok, on affiche une valeur post-monnaie supérieure, mais en échange, les investisseurs ont pris des liquides préf à 2x, donc à 2 fois, ou même à 3x parfois qu'on a vu. Donc ça veut dire que pour un montant de 10 millions investis, si on liquide la boîte, ils peuvent ressortir avec 20 millions. Ça, c'est 2x. Et à 30 millions, s'il y a 3x. Donc en fait, et je tiens à le rappeler, un investisseur financier n'est pas fondamentalement impacté par la valorisation qu'il signe. C'est ce que j'allais dire. Finalement, du moment qu'il se négocie des préférences qui lui couvrent son risque, finalement... En fait, ce qu'il importe, lui, c'est son TRI. Exact, ouais. L'investisseur, et c'est tout à fait normal, il regarde son investissement, il cherche à faire un TRI. Après qu'on lui explique que la valeur de la société sur laquelle il rentre soit 10 millions, 100 millions ou 1 milliard, d'où les licornes parfois, ça n'a pas d'impact pour lui. Lui, ce qu'il regarde, c'est qu'il se dit, voilà, j'ai mis 10 millions, si j'ai une préférence à 3x par exemple, il n'y a pas de souci pour signer sur la base d'une valo beaucoup plus élevée. Lui, ce qu'il importe, c'est son risque à lui et c'est son couple risque-rentabilité. Donc je le redis, la valeur post-monnaie n'affecte pas l'investisseur financier, alors que sur le pan psychologique, elle affecte l'entrepreneur. Parce que lui, il se dit, bon, voilà, ma société vaut... C'est son projet. Exactement. Alors ça, en fait, ça reste c'est facial, tout simplement. Tant qu'il n'y a pas d'événement de liquidité, tant qu'il n'y a pas une vente ou une liquidation, si un entrepreneur par exemple, détient 60% de son capital, si il a négocié une valo post-monnaie de 100 millions, ça fait 60 millions. L'investisseur, lui, s'en fiche. Il se dit que si jamais la valo baisse, de toute façon, il activera ses préférences. Donc, entre guillemets, les deux parties n'accordent pas la même importance à la valeur affichée, mais je le rappelle, dans tous les cas, la valeur affichée n'a pas vraiment d'importance financièrement parlant. Ce qui importe, ce sont les préférences. Et donc, pour éviter certains down rounds, on a vu des sociétés qui ont levé des fonds sur la base d'une préférence de 3x, par exemple. Donc ça, c'est assez violent pour les fondateurs et pour les actionnaires préexistants, parce que pour un montant investi, tu te retrouves avec une préférence à 3x. En cas de liquidation, on imagine que ça fait mal. Ça fait un retour de 3 fois pour l'investisseur, mais pour les autres, du coup, c'est entre guillemets, ça vient s'imputer sur leur retour à eux. Donc, c'est une solution que moi, personnellement, je préconiserais évidemment pas. Alors, aucun jugement, évidemment, de ma part, parce qu'il y a des sociétés qui n'ont pas eu le choix, tout simplement. Pour lever des fonds, c'était les conditions des nouveaux investisseurs, ou d'ailleurs d'investisseurs préexistants qui, pour remettre au pot, ils n'acceptaient que s'il y avait ce genre de préférence. Il y a toujours un contexte, évidemment, qui vient justifier une action. C'est pas, tout n'est pas toujours blanc ou noir. Il y a des contextes qui expliquent certains événements, mais dans tous les cas, c'était un moyen que certains ont utilisé pour éviter d'afficher un down round. D'accord. Et on sait bien souvent que la plupart des startups émettent ce qu'on appelle des BSPCE. D'ailleurs, tu pourras nous rappeler juste après qu'est-ce que ça signifie. Est-ce que la baisse des valos a eu un impact direct sur les BSPCE ? Alors BSPCE, pour répondre à ta première question, c'est pour bon de souscription de part de créateur d'entreprise. Ce que c'est très simplement, c'est que c'est un bon qui permet à son détenteur, donc le salarié, de pouvoir acquérir une action de la société dans laquelle il travaille. Donc en fait, on donne le BSPCE gratuitement à un salarié et on lui dit, si tu le veux dans 2 ans, 3 ans, 4 ans en fonction du contrat, tu pourras acheter une action de la société à un prix déterminé.
C'est une sorte de stock option comme on entend parler aux États-Unis souvent. Ouais. Exactement. C'est comme entre guillemets un peu comme un BSA. Juste pour information, le prix auquel le salarié pourra acheter l'action de la société, historiquement, c'était le prix du dernier tour de financement. C'est-à-dire que s'il y avait une levée de fonds sur la base d'un prix unitaire, donc un prix payé par l'investisseur de 10 € par action, le prix d'exercice qu'on mettait pour les BSPCE, c'était 10 €. Ce qui s'est passé malheureusement... Alors, ça posait aucun problème de 2020 à 2022, puisqu'on disait que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Les valeurs augmentaient tous les 6 mois. Donc, en fait, si on avait... Tout va bien dans le meilleur des mondes. Dans 6 mois, de toute façon, on se dira qu'on a créé de la valeur parce qu'on a levé des fonds. Là, avec le Dindram, on se dit, on se retrouve avec un prix d'exercice de BSPCE qui était par exemple de 10 € et on voit que le tour de financement se fait à 7 par exemple. Et bien en fait, ça a un impact direct puisque les salariés, d'un coup, se retrouvent avec un BSPCE qu'ils ne peuvent pas exercer. Donc en fait, c'est comme ça qu'on appelle ça un BSPCE sous l'eau, entre guillemets. C'est tout simplement un bon que tu n'as aucun intérêt à exercer. Tu te retrouves juste avec un instrument qui ne te sert à rien. Le problème, c'est que dans le milieu des startups, c'est connu, les startups émettent donc beaucoup de BSPCE à leurs salariés et c'est souvent une part importante de leur package global. Donc on leur dit, voilà, tel salaire, mais tu as aussi, 20 000 € de BSPCE. Donc tous les salariés, entre guillemets, faisaient leurs calculs sur la base de pouvoir exercer un jour les BSPCE, évidemment. Et puis du jour au lendemain, on leur dit, finalement, il y a eu une hausse des taux d'intérêt et du coup, tes BSPCE ne valent plus rien. C'est un peu compliqué à comprendre et à conceptualiser pour un salarié, ce qui ne comprend pas forcément le rapport immédiat, ce qui est tout à fait normal. Lui, ce qu'il voit, c'est qu'il a un instrument dont il ne peut pas en tirer exactement. Donc là, il a perdu un bénéfice. Il a l'impression d'avoir perdu tout son investissement en termes de travail. Ouais. Il a travaillé par exemple depuis 2 ans, depuis 2020, admettons, il se retrouve avec un BSPCE qui ne vaut plus rien et qui ne pourra pas exercer. Donc ça, c'est un vrai problème. Donc on voit qu'en fait, le contexte macroéconomique a un impact direct sur la valorisation des startups qui, elle-même, a un impact direct sur l'intéressement au capital des salariés. C'est très important de le voir, ce lien de cause à effet. Très clair. Et alors, est-ce que c'est la même chose aux États-Unis ou puisqu'il y a une méthode dont toi tu en as parlé depuis maintenant quelques années, qui s'appelle le 409A. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus et les impacts que ça a justement sur les travaux d'évaluation, notamment des BSPCE? Exactement. Alors, c'est pas du tout la même situation aux États-Unis. Alors, ce que je viens d'expliquer, je redis juste, les prix d'exercice des BSPCE correspondaient au prix du dernier tour. Puisqu'il y a un nouveau tour avec une valeur inférieure, les BSPCE se retrouvent sous l'eau. Ça, c'est pour la France. Aux États-Unis, c'est un peu différent. Aux États-Unis, tous les 6 mois, en fait, toutes les startups réalisent ce qu'on appelle des travaux de 409A. Donc, ils font appel à un expert indépendant qui vient réaliser une analyse complète de la table de capitalisation de la société et de son pacte d'actionnaires. Et en fait, il vient analyser toutes les caractéristiques économiques et financières attachées à toutes les différentes catégories d'actions. Ce qui fait que tous les 6 mois, il y a une mise à jour. Et tous les 6 mois, on peut venir dire, voilà, les stock options, qui ne sont pas de BSPCE là-bas, doivent être émis sur la base de tel prix. 6 mois plus tard, on refait l'analyse, on remet à jour sur la base des nouveaux agrégats ou un éventuel nouveau tour de financement. Et on recommence, on redit, voilà, là, le prix d'exercice qu'on doit appliquer, c'est tel prix. Quel est l'intérêt? L'intérêt est très simple. Je le disais tout à l'heure, les investisseurs financiers, quand ils souscrivent une augmentation de capital d'une start-up, ne reçoivent pas des actions ordinaires classiques, ils reçoivent soit des actions de préférence, dont les droits sont statutairement définis, donc dans les statuts, ou alors des actions labellisées, dont les droits sont contractuellement définis, donc là c'est dans le pacte d'actionnaires. Quoi qu'il en soit, ces actions disposent de droits économiques et financiers supérieurs à toutes les autres classes de titres. Donc en fait, ce qui se passe pour une levée de fonds, pour une start-up, dans les start-up, on dit que leur structure capitalistique est complexe parce qu'en fait, il y a plein de types d'actions qui viennent se cumuler. C'est un peu comme des couches qui viennent se cumuler les unes sur les autres. Et quand on est tout en bas, on passe après tous les autres. C'est-à-dire qu'il faut d'abord que le dernier investisseur puisse récupérer son montant investi, modulo son éventuelle préférence à un X, un X et demi ou 2, etc. Ensuite, le tour de financement d'avant, etc., etc. On remonte et ensuite, seulement s'il reste des produits de cession, ce sera les actions ordinaires qui seront servies. En fait, c'est le dernier entré, le premier servi. Exactement. Finalement. Exactement. Et l'intérêt du 409A aux États-Unis, c'est que ces analyses tiennent compte
de la structure spécifique des startups et des droits financiers attachés à chaque catégorie d'action. Donc un fondateur se retrouve jamais lésé, ou les salariés non plus, puisqu'en fait, à chaque fois, même si on rajoute une nouvelle levée, donc des nouvelles préférences, on vient mettre à jour le prix d'exercice. Donc on vient le diminuer en l'occurrence. Donc il y a le 409A permet, si tu veux, de garder, pour que la startup conserve une attractivité pour l'intéressement au capital. Il y a toujours des mises à jour qui sont faites. Alors que nous, en France, ce qui se faisait, c'était qu'on retenait, je le disais, le prix du dernier tour. Et ça, c'était une erreur dramatique d'un point de vue attractivité, puisque en fait, on donnait aux salariés un BSPCE qui avait le même prix d'exercice que le prix payé par l'investisseur, alors même que les salariés pourraient avoir des actions ordinaires qui n'ont pas du tout les mêmes droits que l'action de l'investisseur. Donc on se retrouvait en fait avec une divergence entre les deux, et ça a mené à des situations qui étaient assez compliquées à gérer pour les startups, puisque déjà, je disais que hausse des taux d'intérêt, marché plus difficile, croissance plus compliquée, plan d'affaires, etc. Les levées de fonds, c'est plus compliqué. Dans le même temps, les startups françaises ont perdu de l'attractivité par rapport aux startups américaines. Donc en fait, c'est un peu l'effet ciseau. Déjà que le contexte était compliqué en France. En plus, dans le même temps, aux États-Unis, les salariés qui travaillent pour les startups, eux, continuaient de bénéficier de conditions favorables et avantageuses. Donc en fait, il y a carrément des startups qui avaient du mal à recruter en France, puisque pour deux startups identiques, il n'y avait aucun intérêt à travailler pour la France, il fallait mieux travailler pour la startup américaine, puisque tu avais un prix d'exercice beaucoup plus faible. Et encore pire que ça, il y avait carrément des startups françaises, nous on en a accompagné chez Groupe Horis, qui avaient des salariés américains. Donc la startup était française et il y avait des salariés américains, mais pour leur déclaration fiscale, à titre personnel, les Américains avaient besoin d'un 409A. Donc la startup française se retrouvait à payer un expert pour faire un 409A, attribuait des BSPCE, enfin des stock options, sur la base d'un prix d'exercice nettement plus bas que le prix qu'ils attribuaient pour les salariés français. Donc au sein d'une même structure, d'une même société, on avait des salariés qui avaient un prix d'exercice par exemple à 10 euros et un autre salarié à 5 euros. Donc il y a vraiment une divergence et ça a mené à des conflits entre guillemets internes, puisque pour un même travail, il y avait vraiment des prix différenciés. Donc le 409A permettait aux startups américaines de conserver leur attractivité, quelle que soit la structure du capital et quel que soit le contexte macroéconomique, qu'on soit en levée de fonds avec des valos supérieurs ou inférieurs, on mettait à jour. Donc il y avait vraiment cette différence qui a permis aux États-Unis, aux startups américaines de conserver leur talent. D'accord. Et alors pourquoi la méthodologie qui est préconisée par le 409A, parce que le 409A, rappelle-moi, c'est un article oui, c'est ça. De loi américain. Quelle est la bonne méthodologie à appliquer et pourquoi elle est intéressante pour les startups justement ? Alors, il faut bien comprendre qu'il y a deux types de sociétés à évaluer. Les sociétés qui sont rentables style PME et les startups. C'est vraiment deux mondes totalement, d'un point de vue évaluation, qui est totalement différent. Les méthodes diffèrent pour plusieurs raisons. Une PME, en fonction de son secteur d'activité, on va retenir plutôt le chiffre d'affaires, plutôt les EBITDA. Voilà. On a le choix, entre guillemets. On a aussi le choix des méthodes de valo. On peut faire une approche par les flux, on peut faire une approche par les multiples. Les grandes classiques. Exactement, les classiques. On a le choix parce que ces sociétés-là ont du chiffre d'affaires, ont une croissance qui est plus ou moins estimable avec... alors évidemment, il y a toujours un plan d'affaires, c'est toujours compliqué à faire. Et un historique. Exactement. C'est très intéressant, très important aussi. Alors que les startups, il n'y a rien du tout. Pour beaucoup de startups, elles n'ont pas forcément de chiffre d'affaires, pas du tout ou peu. Elles n'ont pas d'historique. Leur croissance est forcément, dans tous les cas, toutes les startups présentent des plans d'affaires qui sont forcément agressifs. Le principe, c'est que quand on vient d'être créé, on ne peut que... la croissance en pourcentage peut être que énorme. Ces sociétés ne sont pas rentables, ce qui est normal à leur création. Donc toutes les méthodes traditionnelles ne peuvent pas s'appliquer. Il n'y a qu'une seule méthode, et je le dis tout le temps, je le redis et je le redirai encore, il n'y a qu'une seule méthode qui permet de déterminer avec certitude la valorisation d'une start-up, ça s'appelle l'option pricing model, et elle n'est applicable que lorsqu'une société a levé des fonds. Tant qu'une start-up n'a pas levé des fonds, cette méthode-là n'est pas applicable. Mais une fois qu'elle est appliquée, c'est cette méthode-là qu'il faut retenir. Elle a pour avantage principal, elle a deux avantages. Premier avantage, elle s'extrait totalement
de quelconques hypothèses. Il y a très peu d'hypothèses en fait dans cette méthode. Donc, parce que tu as déjà un prix de référence en fait sur lequel tu dois partir. Exactement. Le prix payé par l'investisseur, qui est à mettre en opposition avec la valorisation post-monnaie. Très important. Le prix payé par l'investisseur, ça c'est une valeur de marché, mais pour les actions qu'il a émis, qu'il a souscrit. La valeur post-monnaie, c'est pas du tout ça. Hein. C'est un produit en croix. Donc le prix payé par les investisseurs sert de référence pour l'application de la méthode, donc le sert en fait de point de départ. Ça, c'est le premier avantage. Il n'y a pas d'opinion, il n'y a pas d'hypothèse, c'est assez mathématique et ça découle de l'analyse scrupuleuse de la table de capitalisation et du pacte d'actionnaires. Il n'y a pas d'hypothèses qui sont prises, il n'y a pas, par rapport à d'autres méthodes parfois, qui peuvent mener à des débats, puisqu'on peut dire, voilà, moi j'aurais préféré cette hypothèse-là, un autre évaluateur a préféré une autre. Il y a des divergences d'opinion, parce que ce sont des opinions. Cette méthode-là, il n'y a pas d'opinion, ce sont des faits. On regarde quel a été le prix payé par un investisseur, quelle est la structure de la table de capitalisation aujourd'hui, quels sont les droits financiers contractuels ou statutaires attachés à chaque classe d'action. Tout ça, ce ne sont pas des opinions, ce sont des faits. Et c'est là vraiment l'intérêt de cette méthode, le premier intérêt. Et le second, c'est que cette méthode va tenir compte des différences de droits financiers entre toutes les actions. Ce qui est vraiment le cœur pour une start-up, c'est vraiment super important, c'est vraiment très important. Toutes les actions n'ont pas la même valeur. Et c'est vraiment important de le comprendre parce que le concept même de valeur post-monnaie est erroné sur la base de ce que je viens d'énoncer. Une valeur post-monnaie, c'est qu'on regarde le prix du tour et on le multiplie par le nombre d'actions en circulation. Ça nous donne une valeur post-monnaie. Ça n'a pas de, je le dis tout le temps depuis des années, ça n'a pas de cohérence économique. Ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que les actions de l'investisseur n'ont pas la même valeur que les actions des investisseurs précédents. Et encore plus que les actions du fondateur. Il y a vraiment cette décorrélation de valeur. On ne peut pas dire il y a tel prix fois le nombre d'actions. Pour une start-up, ça n'a pas de cohérence. Pour une PME, oui. Mais pour une start-up, non. Et la seule méthode qui tient compte de ce que je viens d'énoncer, c'est l'option pricing model. Donc c'est vraiment la méthode centrale pour réaliser un 409A. Mais qui nécessite une levée de fonds, un événement. Exactement. Puisque, je le redis aussi, c'est une phrase que je dis souvent qui est très importante, une levée de fonds est un événement de liquidité qui permet d'extérioriser une valeur de marché des fonds propres de la société. C'est très important. C'est un événement de liquidité qui permet avec certitude de déterminer de manière mathématique. Certes, ça vaut ce que ça vaut. Mais mathématiquement, il y a une valeur qui peut être extériorisée. Ça sert vraiment d'ancrage, en fait, si tu veux. C'est bétonné. À telle levée de fonds, il y a telle valeur qui peut être extériorisée. C'est important pour la suite des travaux, éventuellement, l'année d'après. Oui, tout à fait. D'ailleurs, on a eu quand même l'administration fiscale qui s'est penchée un petit peu sur le sujet récemment. Il y a eu notamment une mise à jour du BOFIP en mars 2024, je crois. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus quel est l'objet, en fait, finalement, de cette mise à jour ? Bien sûr. Alors, pour reprendre, comme je disais, il y a eu, les startups ont eu pas mal de problèmes à cause justement du fait que les startups américaines, eux, avaient un 409A et nous pas. Nous, on retenait la valorisation post-monnaie, le 409A retenait une valeur de marché déterminée mathématiquement. Ça a tellement posé de problèmes aux différents acteurs, tous les plans de BSPCE étaient sous l'eau, donc tous les salariés avaient perdu quand même. Pour eux, c'est vraiment important, ça représente des montants qui étaient vraiment pas négligeables. Donc il y a vraiment eu un vent un peu de panique. Qu'est-ce qu'on fait ? Il y a des down rounds, comment on se sort de cette situation-là ? Et en fait, tout juste simplement ce qui s'est passé, nous en tout cas chez nous, on le faisait depuis des années, on a simplement appliqué cette méthodologie, de venir dire en fait quel était le juste prix des BSPCE. En fait, à partir du moment où cette notion de juste prix est retenue, il n'y a plus du tout tous ces problèmes liés à la macro. Le problème fondamental, c'était la valeur post-monnaie. C'est ça qui a engendré le fait que beaucoup de BSPCE étaient sous l'eau. Donc nous, en fait, on a simplement... Donc tous les acteurs ont commencé à remonter ce problème. C'est monté jusqu'à l'administration fiscale qui a publié effectivement en mars 2024 ses recommandations fiscales à travers le BOFIP. Et c'est très intéressant ce qui a été dit. Il y a trois choses essentiellement vraiment importantes qui ont été dites dans cette mise à jour. Le premier point, c'est que l'administration fiscale clarifie sa position concernant le fait que les actions ordinaires détenues par un fondateur ou par les salariés via l'exercice de BSPCE on dispose de moins de droits financiers que les actions de l'investisseur. Donc ça, maintenant, c'est connu de tous et ça doit être bien compris. Les actions levées lors d'une levée de fonds n'ont pas la même valeur
que les actions d'un fondateur ou d'un salarié. Ça, clairement, ça a été écrit. Voilà, c'est posé maintenant. Il existe bien une différence. Cette différence doit être calculée par un expert via les méthodes d'évaluation traditionnelles. Le deuxième point qui a été clarifié, c'est que en plus de cette différence de valeur qui existe entre une action de préférence ou action labellisée et une action ordinaire du fondateur ou d'un salarié, on peut venir appliquer en plus une décote d'illiquidité. En plus. Alors, il ne faut pas tout mélanger, parce qu'on a lu et entendu un peu tout et n'importe quoi depuis la mise à jour du BOFIP. On a entendu parler d'un 90% qui était sorti un peu de... Oui, on ne sait pas vraiment qu'est-ce que ça englobait, en fait, finalement. Voilà, et le problème, c'est qu'il faut bien remettre l'église au centre du village. Il y a une différence de valeur entre les actions ordinaires et les actions de préférence et l'application d'une décote d'illiquidité. Le tout, ça donnera donc une valeur, et cette valeur-là servira de prix d'exercice pour les BSPCE. Mais il ne faut pas tout mélanger. On n'arrive pas en disant qu'on veut une décote sur les BSPCE, une décote d'illiquidité. Une décote d'illiquidité, c'est une chose. La différence de droit financier entre les actions de préférence et les actions ordinaires, c'en est une autre, exactement. Donc il faut vraiment scinder. Il y a deux composantes. La différence entre le prix d'une action de préférence et le prix d'exercice d'un BSPCE, il y a deux composantes. 1, la différence de droit financier, et 2, l'application d'une décote d'illiquidité. Il ne faut vraiment pas tout mélanger, les deux concepts. Et le troisième point qui a été clarifié par l'administration fiscale, c'est que la différence de droit économique et financier entre les actions de préférence et les actions ordinaires peut provenir de clauses statutaires ou contractuelles. Donc de clauses qui sont présentes dans les statuts, ce qui renvoie aux actions de préférence, ou alors des clauses contractuelles, ce qui renvoie au pacte d'actionnaires, et donc les actions labellisées. Parce qu'encore une fois, toutes les startups n'ont pas forcément d'actions de préférence, parce que c'est un instrument qui nécessite l'intervention une lourdeur, entre guillemets, juridique un peu plus importante. Des frais d'avocat, etc. Voilà, frais de structuration, des fois des commissariats aux apports, etc. Il peut y avoir une lourdeur, entre guillemets, administrative pour certaines startups, surtout dans les stades de développement pré-seed ou seed, qui, voilà, certains ne l'ont pas fait, ils sont passés directement via des actions labellisées, où là, il y avait simplement un pacte d'actionnaires, ce qui financièrement parlant, ça revenait au même que les actions de préférence, mais au moins, c'était plus rapide à mettre en place, c'est plus simple et plus adapté pour des startups en série seed. Donc là, l'administration fiscale a bien clarifié qu'on ait des actions de préférence ou des actions labellisées, on peut bien bénéficier de cette différence dont je viens de parler entre le prix des BSPCE et le prix du tour. Donc voilà, cette mise à jour a rassuré un peu tous les acteurs sur les pratiques à appliquer. Et en fait, il n'y a rien de nouveau. On ne fait qu'appliquer la méthode de l'option pricing model, vraiment la théorie financière pour appliquer aux startups. Il n'y a rien qui a été inventé. Cette méthode existait déjà, les Américains l'employaient déjà depuis des années avant nous. Sur le principe financièrement parlant, il n'y a rien de nouveau. Et nous, on le faisait déjà depuis 2020 d'ailleurs. Exact. Et alors toi, en tant qu'expert, quel est ton avis sur cette mise à jour ? Est-ce que tu es pleinement satisfait ? Est-ce qu'il y a des choses à rajouter selon toi, peut-être ou à modifier finalement ? Alors moi je suis très, très satisfait déjà, quand la mise à jour est sortie, j'ai été très satisfait, puisque pour moi il y avait, comme je disais, les 3 points qui étaient vraiment importants qui ont été mentionnés. Néanmoins, je dirais qu'il y a quand même un bémol, un point un petit peu dommage, et je le disais tout à l'heure, le terme qui a été employé c'était que l'expert devra employer les méthodes d'évaluation traditionnelles. Ah oui. Le problème, c'est que voilà, c'est un terme qui englobe littéralement toutes les méthodes d'évaluation qui existent dans un livre de finances. Sauf que, je le redis encore une fois, toutes les méthodes d'évaluation traditionnelles ne sont pas forcément toutes en même temps applicables à une société en fonction de son stade de développement ou même d'ailleurs du contexte dans lequel on réalise un travail d'évaluation. Donc le problème, c'est que ce terme un petit peu vague, je le crains, va mener, ça ne m'étonnerait pas dans les prochaines semaines ou prochains mois, qu'on voit en fait l'émergence de j'ai fait un DCF sur 25 ans, un BP, je passe de 0 à 25 milliards dans 5 ans, voilà la valeur de la société, et divisé par le nombre d'actions, ça fait le prix unitaire, donc le prix d'exercice. En fait, tout le contraire que ce que tu nous as expliqué, Exactement. Qui était de partir vraiment de cet événement en levée de fonds et d'évaluer la table de capitalisation finalement. Exactement. En fait, il faut vraiment... Sans prendre d'hypothèse. C'est ça. Ouais. Exactement. Il y a 2 choses qui sont très importantes. Pour moi, pour réaliser un bon travail d'évaluation, déjà, il ne faut pas avoir trop d'opinions. Plus le travail est constitué d'hypothèses et d'avis, plus il est challengeable et moins 2 parties qui auraient des avis différents arriveraient à des valeurs complètement différentes. Donc, moins on prend d'hypothèses et moins on a d'opinions, plus on fait un travail qui est factuel.
Et le deuxième raisonnement, c'est qu'il faut inverser. Il faut inverser le raisonnement. On ne cherche pas à valoriser les fonds propres de la société. On cherche à valoriser, à estimer la valeur de chaque classe d'action, puis d'en faire la somme, ce qui nous donne la valeur des fonds propres. Alors que beaucoup, et c'était une pratique pendant longtemps, et ça va malheureusement continuer à l'être, cherchent à faire l'inverse. D'abord, on fait un DCF, on estime la valeur des fonds propres, et puis ensuite, on dit, bon, voilà, on divise par le nombre d'actions, ça nous donnera bien la valeur de l'action. C'est l'inverse pour les startups. Le raisonnement, il est juste inversé. On part du prix de l'action du dernier tour, on calcule la valeur de toutes les autres actions, on en fait la somme, ça nous donne la valeur des fonds propres. Le raisonnement est inversé. Donc malheureusement, voilà, à mon avis, je suis très content de cette mise à jour, mais bémol néanmoins sur, à mon avis, certaines dérives qui pourraient arriver dans les mois à venir. Et malheureusement, en plus, ce sont les startups qui vont en pâtir, parce que si on fait ce que je viens de dire avec le DCF, on arrive en fait à des valeurs nettement supérieures à ce qu'on aurait pu obtenir avec l'application fondée sur des plans d'affaires qu'on peut, on va dire, triturer en fonction des résultats qu'on aimerait avoir. Exactement. Exactement. Et alors toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu recommandes à tes clients? Quelles sont les bonnes pratiques selon Hugo Michelas dans l'évaluation des BSPCE? Alors nous on adopte une méthode, une façon de faire très simple. Ce qu'on conseille à tous nos clients chez Groupe Auris sur Auris Évaluation, c'est qu'il faut réaliser un travail d'évaluation à chaque levée de fonds. Dès lors qu'il y a une levée de fonds, je le redis encore une fois, une levée de fonds étant un événement de liquidité qui permet d'extérioriser une valeur de marché de la société, dès qu'il y a une levée de fonds, on réalise des travaux d'évaluation. On le réalise plus ou moins concomitamment avec la levée de fonds. Dès lors qu'il y a une... Dès qu'on a lancé le process et qu'on a des chiffres un peu figés, finalement, on peut y aller. Voilà, c'est exactement ça. On le fait à ce moment-là, et après on le fait à la fin de chaque exercice fiscal. C'est-à-dire qu'en fait, dès qu'on a un atterrissage au 31-12, par exemple, eh bien, on va mettre à jour le travail de valorisation sur la base des nouveaux agrégats. Alors évidemment, pour les startups vraiment en pré-seed, ce que je viens de dire peut être un petit peu moins vrai, mais pour une startup, prenons par exemple une startup en série B qui fait déjà du chiffre d'affaires, quand on va faire le travail lors de la levée de fonds, notre travail va avoir en fait plusieurs conclusions. La première conclusion, ça va être la valeur des fonds propres globale. Deuxième conclusion qu'on peut tirer, ça va être un multiple de valorisation, valeur d'entreprise divisé par chiffre d'affaires. Je le rappelle, parce que parfois on lit l'inverse, on lit des choses parfois dans les journaux où on voit valeur post-monnaie sur chiffre d'affaires, c'est pas un multiple, ça n'existe pas. Dangereux même. Même très dangereux. C'est une histoire réelle, hein. C'est vraiment un multiple qu'on voit valeur post-monnaie sur chiffre d'affaires. On voit un peu de tout dans les communiqués marketing en général, des fois. Exactement. Là, le travail, quand il est bien fait avec cette méthode, peut permettre d'extérioriser un multiple. Ce multiple, on peut venir le réappliquer l'année d'après, par exemple, sur la base des nouveaux agrégats financiers. C'est ça l'intérêt. Voilà, en fait, la chronologie, c'est comme ça que ça doit se passer. Chez nous, c'est ce qu'on recommande. Au moment de la levée de fonds, puis après, à la fin de chaque exercice fiscal, sur la base des nouveaux agrégats financiers. D'accord. Et alors, si je suis une start-up et j'ai déjà émis des BSPCE, est-ce que dans ce cas-là, je dois attendre une prochaine levée de fonds pour pouvoir faire cet exercice, ou alors j'ai des solutions pour me permettre, j'ai des BSPCE que j'ai déjà émis qui sont peut-être sous l'eau, comment je peux faire? Alors il existe, et heureusement il existe une solution, sinon il y aurait vraiment beaucoup de startups qui auraient un problème. S'il faut attendre de relever des fonds, ça pourrait être compliqué. L'avantage, ce qu'on peut faire, et ce que nous on fait avec beaucoup de nos clients, c'est que une société, même si elle a levé des fonds il y a 2 ans par exemple, peut, si elle procède à un travail d'évaluation à date d'aujourd'hui, elle peut venir faire un reset en fait, du plan de BSPCE. Donc ce que c'est qu'on peut venir annuler l'ancien plan de BSPCE qui a été émis sur la base du prix de la dernière levée de fonds et le réémettre sur la base du nouveau prix d'exercice que l'expert aura calculé, tout en conservant les conditions de vesting et donc d'ancienneté pour les salariés. C'est super intéressant. En fait, ce qu'on peut faire littéralement, c'est en fait remplacer un ancien plan par un nouveau en gardant toutes les caractéristiques sauf le prix d'exercice. Donc si ça fait déjà 2 ans qu'on est dans la société, on ne perd pas les 2 ans. On a juste en fait changé de prix d'exercice. Alors il faut annuler et réémettre, mais dans tous les cas, le vesting est conservé. Donc nous, on a plein de clients qui viennent nous voir en nous disant j'ai levé des fonds en 2022 ou en 2023. Eh ben, on refait les travaux. Alors nous, on a une offre globale où on refait les travaux à la date de la levée de fonds et puis on remet à jour ensuite. C'est un package global qu'on fait pour aider justement les startups qui n'ont pas pu bénéficier
du bon prix d'exercice à l'époque. Voilà, on essaye de leur permettre d'accéder à ce service-là. Et en fait, tout simplement, ils remplacent leur ancien plan par un nouveau. D'accord. Et écoute, Hugo, merci beaucoup pour toutes ces précisions sur les BSPCE et la bonne façon d'évaluer les BSPCE. Est-ce que tu aurais le mot de la fin pour terminer ce podcast? Oui, alors, je tiens à repréciser plusieurs choses qui sont très importantes, que je dis toujours et je les rabâcherai jusqu'à ce que ce sera bien compris par tout le monde. Ça devrait pas tarder normalement. Oh, malheureusement, il reste du chemin encore. On a vu il y a pas longtemps, on lisait un article, toi et moi, sur le nombre de startups qui ont émis des BSPCE sur la base avec une décote qui était très faible. C'était 5 ou 10%. C'est vrai que finalement, c'est une problématique qui n'est pas encore connue de tout le monde. Exactement. Et d'ailleurs, ça peut faire partie de mon mot de la fin. Voilà, il n'y a que, je crois, moins de 10% des startups qui émettent leur BSPCE encore aujourd'hui sur la base des bonnes pratiques. Seulement 10%. Donc il y a 90% des startups qui n'ont pas émis et qui n'émettent pas encore à ce jour les BSPCE au juste prix. Je trouve ça incroyable. Mais pour revenir à le mot de la fin, la valeur post-monnaie n'est pas égale à la valeur de marché. Une valeur post-monnaie n'est rien d'autre qu'un produit en croix. Elle ne tient pas compte de la structure capitalistique de la start-up. Elle n'a pas de consistance économique. C'est un produit en croix. Donc il faut bien différencier le concept de valeur post-monnaie de celui de valeur de marché de la société. Valeur de marché, c'est la valeur à laquelle on vendrait 100% des titres de la société. Et la valeur post-monnaie n'est pas représentative de cela. La deuxième chose que je souhaite dire, c'est qu'il faut absolument faire, quand on évalue une start-up, analyser toute la table de capitalisation. Le travail est différent, ce n'est pas la même chose qu'une PME. Donc ça, c'est encore une fois très important à retenir. On évalue la table de capitalisation et on tient compte du pacte d'actionnaires ou des statuts. Sans ça, le travail de valorisation n'aura aucune profondeur en fait. Et le dernier point, c'est que les décotes arbitraires, on arrête, on ne met plus des décotes comme ça. Le travail doit être rigoureux et rigoureux sera le mot de la fin. Merci Enzo. Merci beaucoup Hugo.